La science est aujourd'hui sur le point de révéler les derniers secrets du corps humain. Des chercheurs y travaillent dans le monde entier, s'appuyant sur leur expertise, des ordinateurs ultra performants et un foisonnement d'idées ingénieuses. Le protéome contient les fondements de la vie. Partout dans le monde, les chercheurs tentent d'en percer les secrets. Presque tous les nouveaux traitements et diagnostics que nous développons dans notre laboratoire sont basés sur le protéome. Nous avons fait d'énormes progrès en recherche génomique. Mais ce qui est déterminant, c'est le protéome. Savoir analyser les protéines, c'est comprendre ce qu'elles font. Et donc, comprendre les maladies. Les protéines seront la clé de toutes les recherches à venir. Elles nous renseignent non seulement sur ce qui pourrait se passer, mais aussi sur ce qui se passe réellement. Jusqu'à présent, la médecine analysait les maladies une fois qu'elles s'étaient déclarées, mais jamais pendant leur processus de développement. Maintenant que nous sommes capables d'examiner le protéome humain, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur chacun de nous. Est-ce qu'on peut décoder le protéome? Est-ce que c'est possible? Je crois que oui. Imaginez une voiture ou une autre machine de la même complexité. On peut très bien démonter un moteur pièce par pièce pour comprendre comment il fonctionne. Je crois vraiment qu'on réussira à faire la même chose avec le protéome. Par contre, je peux difficilement prédire dans combien de temps. Médecins et chercheurs discutent déjà des premières applications possibles de leurs nouvelles découvertes. Ulrike, Sie hatten die Analysen gemacht. Quels sont les changements majeurs depuis que la science étudie le protéome humain? Dans les hôpitaux renommés du monde entier, comme à la Charité de Berlin, les chercheurs sont capables d'analyser de plus en plus précisément l'interaction entre les gènes et les pathologies. Ces dernières années, les progrès accomplis ont été considérables. L'avancée de la recherche permet de diagnostiquer, de combattre et de contrôler de plus en plus efficacement les maladies graves telles que les cancers ou Alzheimer. Le service d'oncologie pédiatrique de la Charité à Berlin. La petite Johanna, 3 ans, y est suivie pour une leucémie diagnostiquée très tôt. L'enfant a dû subir de lourdes chimiothérapies. Sur les conseils de son médecin, ses parents ont décidé de tenter un nouveau traitement basé sur l'analyse moléculaire. Nous voyageons un peu moins en terrain connu. Dans un premier temps, on ne savait pas où on allait. C'est un peu différent maintenant. On commence à entrevoir le bout du tunnel, en quelque sorte. Il y a 1 an, on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. La thérapie ne marchait pas, et au printemps dernier, son état était de plus en plus critique. Et puis, quand on a changé de traitement, on a rapidement constaté une amélioration. En peu de temps, il y a eu un développement très positif. Son état s'est amélioré et les résultats de l'IRM montraient qu'il se passait enfin quelque chose de positif. Selon la directrice du service, ce traitement ciblé basé sur l'analyse moléculaire est porteur de grands espoirs.
Au fond, la chimiothérapie traditionnelle est un concept bête. La chimiothérapie agit là où les cellules se divisent rapidement, mais elle ne permet pas de différencier les cellules saines des cellules cancéreuses. Par conséquent, les effets indésirables sont nombreux et les cellules cancéreuses agressives ne sont pas toutes éradiquées. Cela veut dire qu'il y a également des récidives chez les enfants. En oncologie pédiatrique, le taux de guérison est de 80%, ce qui est formidable. Mais les 20% d'enfants qui meurent encore du cancer, ce sont toujours 20% de trop. Notre objectif, c'est de réduire ce pourcentage à un minimum et d'atteindre un taux de guérison de 100%. Les avancements reposent sur une compréhension radicalement nouvelle de l'organisme humain. Une recherche à laquelle l'équipe de Bernhard Küster, à Munich, a largement contribué. Les chercheurs ont cartographié plus de 18 000 protéines dans le corps humain, produites par environ 20 000 gènes. Dans les systèmes vivants, les protéines sont des acteurs essentiels parce que ce sont elles qui fournissent les éléments de commande. Elles fournissent aussi les éléments structurels des cellules et des organes. On peut dire qu'elles dirigent tous les processus de vie. Le génome représente une entité statique, comme des archives où on peut retrouver des informations, tandis que le protéome est une entité active. À l'Institut Max Planck de biochimie à Munich, Matthias Mann est l'un des chercheurs les plus influents dans le domaine de la protéomique. Les protéines nous intéressent particulièrement parce que ce sont elles qui agissent dans le corps. Le génome emmagasine des informations, mais tout ce qui se passe dans le corps est l'œuvre des protéines. Ce sont les protéines qui digèrent la nourriture, qui maintiennent les structures et qui déclenchent toutes les réactions dans notre organisme. Tous les processus actifs sont dus aux protéines. La plupart des gènes ne font qu'une chose, fabriquer des protéines. La biosynthèse des protéines est à la base de la vie. C'est grâce à elle que notre code génétique, l'information contenue dans notre ADN, se transforme en chair et en os. On a longtemps cru qu'un gène ne donnait naissance qu'à une seule protéine. Mais on sait aujourd'hui qu'un gène peut engendrer plusieurs protéines différentes. Cette multiplicité peut survenir au moment de la traduction de l'ADN ou lors d'une modification de la protéine elle-même. Ainsi, les protéines d'une cellule sont beaucoup plus nombreuses que son génome. On estime à 1 million le nombre de variantes protéiques. Elles sont la recette de la vie. Leur composition et leur structure déterminent notre organisme et notre santé. Les protéines sont par exemple responsables de la mutation de cellules saines en cellules cancéreuses. Ce sont donc elles que les thérapies et les médicaments ciblent en premier. À l'Université technique de Munich, des chercheurs en bioinformatique explorent la carte des protéines afin de développer de nouveaux traitements contre le cancer et d'autres maladies. L'équipe de Burkhard Rost s'appuie sur des modèles informatiques pour tenter de prédire le comportement et la structure des protéines. Pour le développement de nouveaux médicaments, la première chose qu'on cherche à connaître, c'est la structure tridimensionnelle de la protéine qu'on veut cibler. C'est la première étape. Et ça peut prendre beaucoup de temps, parfois jusqu'à 10 ans. Dans le meilleur des cas, il faut compter 3 mois. Et aujourd'hui, on a souvent des cas où la recherche ne dure que quelques mois. De retour à Berlin, au service d'oncologie pédiatrique. Le nouveau traitement de la petite Johanna ne comprend pas de chimiothérapie. La fillette bénéficie d'un médicament spécifique qui agit de manière ciblée sur les cellules cancéreuses. Pour ses parents comme pour son médecin, c'est un saut dans l'inconnu. Envisager un traitement unique ciblé amène toujours la même question. D'un point de vue oncologique, un traitement combiné est normalement plus efficace qu'une monothérapie. Donc, quand on passe à un médicament unique et qu'on arrête la chimiothérapie, il faut avoir de solides arguments. Et ces arguments, je les ai rassemblés et présentés au comité thérapeutique. Aujourd'hui, on commence à avoir un peu plus de documentation sur ces essais cliniques. Et au vu du cas d'autres patients qui ont réagi positivement au traitement, nous avons pensé qu'on pourrait envisager la même chose pour Johanna.
Du courage, il en faut avec tous les traitements. Quand un médecin vous dit « votre enfant a un cancer », il faut énormément de courage, de force et de persévérance. On s'est décidé pour le nouveau traitement l'année dernière. Et le choix n'a pas été difficile. Parce que pendant 2 ans, on a essayé différents protocoles de chimiothérapie. Et aucun n'a été efficace. On a toujours voulu la protéger au maximum de ces chimiothérapies extrêmement intensives. Et c'est ce que ce nouveau médicament permet de faire. Aujourd'hui, on ne regrette pas notre décision. Mais Johanna n'est pas la seule à bénéficier de ce nouveau traitement. Pour toute la recherche en thérapie moléculaire, les études de cancer chez l'enfant sont d'une importance capitale. Les cancers de l'enfant, en tant que modèle, sont très utiles quand il s'agit de déterminer des traitements moléculaires ciblés, parce qu'ils sont moins complexes d'un point de vue génétique. Chez l'enfant, les effets des facteurs extérieurs sont moindres. Il y a des modifications génétiques dans les tissus cancéreux, mais sans les complications dues aux facteurs extérieurs. C'est pour cette raison que les cancers chez l'enfant se prêtent mieux aux études et à l'établissement de profils moléculaires. En perpétuelle mutation, la composition protéique des cellules joue un rôle capital. Contrairement au génome, qui est statique, le protéome est dynamique et varie en fonction de l'âge, de l'état de santé et de l'environnement tout au long de la vie. Ainsi, la chenille et le papillon possèdent le même génome. S'ils ne se ressemblent pas en apparence, c'est uniquement à cause de leurs protéomes différents. Il en va de même pour l'homme. Connaître la composition protéique des cellules et leurs mutations en cours, c'est détenir la clé pour agir sur les cellules malades, par des médicaments ciblés, à venir ou déjà autorisés, qui contiennent la bonne combinaison de principes actifs. Aujourd'hui, le cancer, les maladies neurologiques ou le diabète ne sont plus considérées comme des maladies totalement distinctes les unes des autres. On tend de plus en plus à considérer que les maladies ne sont pas tellement dues à un problème au niveau de l'organe touché, mais qu'il s'agit plutôt d'une dérégulation du processus moléculaire, qui peut se manifester au niveau du cœur, des poumons, des intestins ou encore du cerveau. Quoi qu'il en soit, le mécanisme responsable est souvent le même, surtout en ce qui concerne les cancers. En sachant cela, on peut développer des traitements personnalisés pour chaque patient. Los Angeles. David Agus, l'un des oncologues les plus renommés des États-Unis, travaille à l'Université de Californie du Sud. Au cours de sa carrière, il a souvent eu à annoncer des cas de cancer graves. Pour lui et son équipe, l'analyse moléculaire et l'étude des protéines représentent une approche totalement nouvelle et peut-être une future révolution pour la médecine. Il y a 10 ans, une étude a été réalisée avec des femmes préménopausées atteintes du cancer du sein. En général, on soigne les patientes, puis on arrête le traitement et on intervient de nouveau en cas de récidive. Mais dans cette étude, après le traitement, la moitié des patientes avaient reçu un médicament pour la régénération osseuse et l'autre moitié un placebo. Les récidives de cancer ont été réduites de 40%. Pourquoi? Parce que le cancer du sein métastase sur les os et donc, en changeant le terrain du cancer, on l'empêche de se développer. Cette conclusion est d'une importance capitale. Ça veut dire que moi, en tant que cancérologue, je ne vais pas cibler la cellule cancéreuse. Je vais essayer de modifier le corps du patient. Le cancer n'est pas un nom, mais un verbe. On cancérise. Le cancer ne s'attrape pas, c'est quelque chose que l'organisme fabrique.
C'est une manière radicalement différente de considérer la maladie et la santé. À Birmingham, en Alabama, Stephen Austad et son équipe étudient des animaux détenant des records de longévité, tels que certains mollusques. Les coquillages servent de cible pour le développement de nouveaux médicaments. Le chercheur en est convaincu. C'est en protégeant les protéines de nos cellules que nous pourrions ralentir le vieillissement et les maladies qu'il entraîne. Il s'agit de la biologie des cellules. Imaginez par exemple une pièce remplie de figures en papier. Si ces figures se heurtent continuellement les unes aux autres, elles finissent par se déformer. Si la même chose se produit pour les protéines, eh bien elles finissent par ne plus fonctionner. Et non seulement elles ne fonctionnent plus, mais elles peuvent même devenir toxiques dans certaines conditions. C'est exactement ce qu'il faut éviter. Retour à Berlin, à l'hôpital de la Charité. Il y a 6 ans, Sabine Grossmann a développé un cancer. Un chemin long et difficile a alors commencé pour elle. Dans la plupart des cas, le risque mortel du cancer n'est pas lié à sa première manifestation. Il apparaît avec les récidives dues aux cellules cancéreuses et aux combinaisons de protéines qui ont échappé au premier traitement et sont réapparues. C'est ce qui s'est produit pour Sabine. Un jour, on m'a de nouveau diagnostiqué le cancer du col de l'utérus. C'est ce que j'avais déjà eu à un stade préliminaire. J'espérais qu'avec une opération, tout allait rentrer dans l'ordre, mais ça n'a pas été le cas. Sabine subit plusieurs opérations et chimiothérapies. Elle est hospitalisée pendant de longs mois. Mais les tumeurs ne cessent de réapparaître. Au début, c'était extrêmement difficile. J'en ai beaucoup souffert et je me suis beaucoup battue. Je voulais retrouver la condition physique que j'avais avant. Et puis, on finit par apprendre à vivre avec ce qui nous arrive. Du moins, c'est ce qui s'est passé pour moi. Aujourd'hui, je suis contente que les choses soient comme elles sont et j'arrive à gérer mon quotidien. Je l'organise en fonction de ma condition physique. Le centre hospitalier universitaire Benjamin Franklin à Berlin. Sabine y est suivie depuis plusieurs années. En accord avec le directeur du centre de cancérologie, son cas particulièrement grave a été présenté au comité thérapeutique de l'hôpital. J'ai déjà passé énormément de temps ici. Je me sens beaucoup trop chez moi. J'aimerais parfois que ces locaux ne me soient pas si familiers. Donc là, c'est la situation de vos cellules cancéreuses. On note un taux de mutation plutôt élevé qui concerne différentes voies de signalisation. Cela veut dire que nous avons ici des voies de signalisation dans lesquelles les mutations génétiques de votre carcinome ovarien jouent un rôle. En partant de cette analyse, nous pouvons recommander des traitements ciblés. Donc ce serait une chimiothérapie sous forme de comprimés? Ce n'est pas une chimiothérapie classique. Ce sont des médicaments ciblés qui agissent sur les voies de signalisation altérées dans vos cellules cancéreuses. Ce qui est nouveau avec ce type de traitement, c'est que nous pouvons cibler de manière très précise les points faibles des cellules malades et attaquer là où les mutations génétiques entraînent une régulation à la hausse des voies de signalisation. Et si on réussit à bloquer ce processus, on peut freiner le développement du cancer. Avec ces nouvelles possibilités d'analyse, nous pouvons obtenir une plus grande précision dans la caractérisation du cancer d'un point de vue biologique. Cela nous permet de savoir quelles sont les mutations génétiques qui ont une influence sur le cancer. Il s'agit pour nous de cibler ces points faibles. Mon espoir depuis le début, c'est que la recherche avance le plus vite possible et qu'elle trouve quelque chose.
Parce que c'est clair qu'on tâtonne dans le noir. On a essayé des traitements en espérant qu'ils feraient effet, mais la seule chose vraiment efficace, c'est la chirurgie. Tout le reste, c'est des tentatives. Et arrivera un moment où toutes les possibilités seront épuisées. Ce que j'espère, c'est que la médecine fasse une découverte pour mon cas très particulier et qu'on trouve de nouvelles options de traitement. Et c'est quelque chose qui arrive souvent par hasard dans des cas aussi compliqués que le mien. Parce qu'autrement, je sais très bien comment ça se terminera. Le traitement ciblé combat les cellules cancéreuses au niveau moléculaire. Leur prolifération est due aux protéines qui transmettent trop de signaux de croissance aux cellules. C'est ici que les nouveaux médicaments entrent en action. Ils stoppent les signaux de croissance pour que la tumeur se résorbe. Presque tous les médicaments anticancéreux ciblent les protéines des cellules. Des spécialistes de différentes disciplines ont aujourd'hui rendez-vous au Centre de recherche contre le cancer de la Charité. Réunis au sein d'un comité thérapeutique, ils réfléchissent ensemble à une stratégie combinée de lutte contre le cancer. Médecins, biologistes et informaticiens discutent de nouveaux modèles thérapeutiques pour traiter des formes complexes de la maladie. Ces nouveaux modèles se basent sur le système de mutation des protéines. Dann könnten wir gemeinsam zu einer Therapieoption und zu einer Empfehlung kommen. Vielen Dank. Il ne suffit pas de saisir la complexité de la maladie, mais il faut comprendre pourquoi une cellule cancéreuse métastase et se développe. C'est ce phénomène que nous voulons empêcher. Autrefois, les oncologues cherchaient à éradiquer la cellule cancéreuse, mais on sait que dans beaucoup de cas, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous essayons d'empêcher les cellules malades de proliférer et de métastaser. Nombre d'entre nous sont porteurs de cellules cancéreuses, mais ne développeront pas de maladie. Et c'est cet état-là que nous voulons rétablir. Il faut savoir qu'une cellule cancéreuse est intelligente, c'est-à-dire qu'elle apprend très vite à se défendre contre les attaques d'un traitement. C'est quelque chose qu'on sait depuis les années 1960, où on traitait les cancers avec un seul type de chimiothérapie. Les récidives survenaient très rapidement, parce qu'une cellule attaquée développe aussitôt des mécanismes de défense. Par exemple, elle peut mettre en place un système de pompage pour expulser les substances médicamenteuses, ce qui la rend immune aux effets de la chimiothérapie. Ces mécanismes de défense sont très nombreux. D'une part, nous devons comprendre comment agissent les protéines d'une cellule cancéreuse. Ensuite, nous devons déterminer avec précision par quels moyens nous pouvons bloquer la prolifération et le processus de métastase des cellules cancéreuses sans nuire à l'organisme. Première étape incontournable, l'analyse des tissus malades. Ici, on peut voir très clairement un tissu muqueux normal. Et là, on voit une tache cancéreuse qui pénètre le tissu sain. Les noyaux cellulaires du tissu malade ont un aspect très hétérogène, alors que ceux du tissu sain sont uniformes et présentent des caractéristiques similaires. Et c'est sur cette partie du tissu que nous faisons une analyse du protéome et de la biologie moléculaire. Voilà tout ce que je peux vous expliquer. Les vrais experts en la matière sont les pathologistes. À l'Institut de pathologie de la Charité, les chercheurs tentent d'identifier et de décrypter les cellules cancéreuses. Dans les laboratoires de Frédéric Clauschen, chercheurs et laborantins examinent et préparent les échantillons de tissus des patients. L'objectif est d'identifier et d'évaluer les cellules cancéreuses. Il est extrêmement important que le collègue qui réalise le prélèvement du tissu pulmonaire découpe la zone qui est touchée par le cancer. C'est cette partie-là que nous devons analyser pour comprendre la pathologie. Les échantillons de tissu sont découpés finement,
puis colorées afin de permettre une appréciation morphologique de la tumeur, c'est-à-dire sa forme et sa structure. On peut voir ici des cellules qui sont très pléomorphes, c'est-à-dire que les noyaux cellulaires sont très différents dans leur forme et leur taille. Et là, ce sont des cellules cancéreuses entourées de tissus lymphatiques sains. Nous sommes en présence de la métastase du ganglion lymphatique d'un carcinome. L'analyse moléculaire se base sur des analyses de laboratoire classiques. Les échantillons sont préparés puis examinés au microscope afin de déterminer si la tumeur est bénigne ou maligne. C'est ici que s'arrête la biopsie classique, telle qu'elle est pratiquée depuis longtemps. Place maintenant à l'analyse moléculaire, qui examine les caractéristiques spécifiques des cellules cancéreuses. À quel endroit l'ADN a-t-il muté? Et quelles sont les protéines synthétisées par les cellules cancéreuses? Il s'agit d'établir le profil moléculaire du cancer de chaque patient. Et c'est à ce profil que le traitement doit s'attaquer. Le point de départ de nos travaux, c'est soit une suspicion clinique, soit la demande d'un médecin qui veut proposer à son patient le meilleur traitement adapté, pour un cancer du poumon par exemple. Les tissus prélevés sont envoyés chez nous, à l'Institut de pathologie. Et ici, on séquence l'ADN des cellules cancéreuses pour trouver les mutations les plus importantes, celles que l'on connaît déjà grâce à différentes études et analyses cliniques. On fait du sur-mesure pour chaque patient. La précision et l'étendue de ces analyses permettent une connaissance plus détaillée de la vie d'une tumeur. D'énormes quantités de données sont générées. Quand on va aussi loin dans l'analyse des cellules d'une tumeur, on se rend compte que chaque patient est différent. Et chez un même individu, chaque tumeur et souvent chaque métastase sont différentes. Donc c'est impossible de travailler sans big data. Il faut analyser toutes les mutations d'une tumeur au niveau des gènes, des protéines et des fonctions. Et pour certaines tumeurs, il y en a des milliers. Il faut rentrer ces données dans un ordinateur pour reconnaître des principes, des points communs, et pour pouvoir faire des simulations et des modélisations. Ce sont des mathématiques très poussées qui nécessitent beaucoup d'ordinateurs rapides et puissants, ainsi que des gens qui savent les programmer et s'en servir. Munich. Burkhard Rost est l'un des pionniers de la bioinformatique. Sans les spécialistes du traitement des données, le développement de la recherche médicale serait impossible. Si les chercheurs essayaient de trouver les fonctions et les systèmes de liaison des protéines par expérimentation, cela prendrait des dizaines d'années. Le développement de processus automatisés est donc essentiel. La biologie est en train de changer depuis une dizaine d'années. Jusque-là, les chercheurs partaient d'une hypothèse et tentaient de la confirmer par des expériences. Tous les efforts étaient tournés vers l'expérimentation afin de répondre par oui ou par non à une question. Ça, c'est le principe de l'expérimentation classique. Mais ces 10 dernières années, on a commencé à abandonner ce mode de fonctionnement pour se tourner vers le criblage à haut débit. Ça consiste à collecter une grande masse de données, mais aucune de ces données prises séparément ne permet de répondre par oui ou par non à la question qu'on se pose. C'est le croisement de ces données qui va peut-être pouvoir ouvrir une piste. Et ce type de travail est inconcevable sans la bioinformatique. Le recours à d'énormes capacités de calcul et de mémoire est devenu indispensable. La masse d'informations augmente de manière exponentielle dans le monde entier. Une manne qu'il faut rendre exploitable pour pouvoir développer des traitements et des médicaments adaptés. Mais les données à elles seules ne révèlent rien. C'est la bioinformatique qui permet de leur donner un sens.
On se tourne inévitablement vers la bioinformatique pour comprendre ce que signifient les données. Comment établir des liens entre elles? Comment les utiliser de manière à pouvoir les exploiter pour une expérience précise? À l'Institut suisse de bioinformatique de Genève, les experts tentent de maîtriser le flot croissant des données. L'Institut compte parmi les plus renommés au monde dans le domaine de la bioinformatique. C'est ici qu'ont été utilisés pour la première fois des ordinateurs jusque-là réservés à Echelon, le réseau mondial d'espionnage américain. La quantité de données est devenue si importante qu'on ne peut plus procéder de la même manière qu'avant, juste en expérimentant et en observant le résultat duquel on tirera une conclusion. Quand on étudie un protéome, on génère des données en masse et on a besoin d'ordinateurs pour les analyser. Pour pouvoir filtrer les éléments clés dont les chercheurs ont besoin, la bioinformatique est indispensable. Au départ, on est face à une énorme quantité de données qui se présente un peu comme une pyramide. Et les éléments de réponse se trouvent au sommet. Pour passer des données à la connaissance, il faut les calculer et enlever tout ce qui n'est pas pertinent. Ensuite seulement, on arrive à la pépite, à ce qui va intéresser les chercheurs. C'est ici qu'est géré le joyau de l'Institut, la base de données UniProt. Il s'agit de la plus importante base de données rassemblant des informations sur l'ensemble des protéines actuellement connues. 150 biologistes et experts en informatique travaillent constamment à sa mise à jour. Capitale pour la recherche, elle renseigne les chercheurs sur la composition des protéines, mais également sur leurs fonctions biologiques. Quand on veut savoir ce qu'une protéine peut provoquer dans le cas d'une pathologie donnée, on vient chercher l'information dans la base de données UniProt pour comprendre le fonctionnement de cette protéine. Notre base de données est devenue une référence, une encyclopédie, la source principale pour toutes les recherches. Quand on a affaire à une mutation dans le cas d'une maladie héréditaire, par exemple, on peut établir des liens avec les informations collectées dans la base de données. Dans le domaine des big data, nous avons besoin de modèles de référence. Et c'est exactement ce dont nous disposons avec UniProt. Après l'analyse des données et l'acquisition de nouvelles connaissances, vient la simulation de nouveaux modèles thérapeutiques. À Berlin, l'Institut Max Planck de génétique moléculaire travaille sur des traitements ciblés et une médecine personnalisée. Hans Lehrach en est l'un des pionniers. La lutte contre le cancer est une lutte très difficile. Mais l'un des outils que nous sommes en train de développer pour le combattre, c'est la caractérisation moléculaire de la tumeur et du patient. L'objectif est de pouvoir tester toutes les possibilités de traitement sur des modèles informatiques. Chez le patient, on ne peut tester qu'un nombre très limité de médicaments. Tandis qu'avec le modèle informatique du patient, on peut essayer des dizaines de milliers de traitements et de combinaisons de traitements sans nuire à l'organisme et sans générer de coûts trop élevés. À la crise Theranostics, la société de Hans Lehrach analyse les gènes et les protéines des patients. Pour chaque cellule cancéreuse, les chercheurs réalisent des modèles informatiques incluant l'ensemble de leurs modifications et particularités moléculaires. Des tumeurs digitales, en somme. Ici, en laboratoire, nous recevons des échantillons d'ADN et nous isolons le matériel génétique. L'étape technique suivante consiste à découper l'ADN en petits fragments. Une fois que l'ADN est préparé, on le met dans le séquenceur de gènes. Nous pouvons alors lire les modifications de la séquence.
Pour réaliser la modélisation, il nous faut bien sûr les données nécessaires. Et ces données proviennent de l'analyse brute des séquences. Nous pouvons ensuite les transposer dans ce modèle de réseau et chercher des conséquences fonctionnelles, ou bien tester des médicaments ou des combinaisons de médicaments pour voir s'ils sont efficaces ou pas. L'objectif est d'obtenir pour chaque patient un avatar créé à partir de son profil moléculaire. Dans un futur proche, les scientifiques établiront pour chaque individu un modèle de simulation équivalent. Le défi auquel nous sommes confrontés en oncologie, c'est que chaque cancer est différent. Chaque individu est différent, avec un patrimoine génétique unique, et les modifications dans les cellules cancéreuses sont extrêmement différentes. Quand on prend par exemple le cancer du poumon, du rein ou du cerveau, les variations d'un patient à l'autre sont telles que chacun a besoin d'un traitement personnalisé. Nous reconstituons la biochimie d'une cellule dans un modèle informatique et nous représentons toutes les réactions étape par étape. Par exemple, la synthétisation d'une protéine à partir d'un gène, puis ses interactions avec d'autres protéines et la construction de la signalisation cellulaire. Le modèle que nous avons vu est un modèle cellulaire, mais nous sommes également en mesure de représenter des systèmes pluricellulaires plus complexes, comme ceux du cancer, en utilisant plusieurs modèles parallèles. À l'avenir, il sera également envisageable de concevoir un modèle physiologique de l'organisme entier d'un patient. Mais pour en arriver là, il reste un long chemin à parcourir. Et cela représente énormément de travail pour les différents groupes de recherche. Matthias Mann, l'un des fondateurs de la protéomique, dirige une équipe de chercheurs à l'Institut Max Planck de biochimie à Munich. Ces méthodes ont révolutionné la recherche sur le protéome. Sans ces travaux en recherche fondamentale, la protéomique n'en serait pas là où elle en est aujourd'hui. Ces avancées dans le domaine de la spectrométrie de masse ont rendu possible l'analyse massive des protéines. Et les procédés que Matthias Mann a élaborés sont aujourd'hui devenus une référence dans le monde entier, à Los Angeles comme à Pékin. Le grand problème de la protéomique, c'est que tout allait très lentement et qu'on manquait de précision. Donc on ne pouvait pas identifier beaucoup de protéines. Avec nos travaux, il est devenu possible d'en détecter beaucoup plus et d'obtenir de meilleures informations biologiques et médicales. Quand on ne trouvait qu'une dizaine de protéines, par exemple, on n'avançait pas vraiment. Aujourd'hui, on peut en identifier des dizaines de milliers, ce qui donne une vue globale et précise sur l'état de la cellule ou du patient. L'équipe de Bernhard Küster a permis une autre grande avancée avec l'identification de plus de 18 000 protéines codées par des gènes. Les analyses montrent qu'il existe environ 10 000 protéines différentes dans les cellules et les organes. Celles-ci commandent et représentent toutes les fonctions vitales. Aujourd'hui, le protéome nucléaire de différents types de cancers a déjà pu être identifié. Nous savons aujourd'hui assez précisément combien de protéines il existe. Mais pour plusieurs milliers d'entre elles, nous ne savons pas exactement ce qu'elles font. C'est pourquoi nous avons voulu établir une cartographie, afin de déterminer les protéines existantes, où elles se trouvent dans l'organisme et en quelle quantité. Cela pourrait, dans l'idéal, nous permettre de comprendre leur rôle exact. Certaines de ces protéines sont déjà bien connues, mais il en reste des milliers d'autres à explorer. Le temps presse. Dans les pays en plein développement comme la Chine, la synthèse de la recherche fondamentale, du big data et des applications expérimentales de principes actifs est essentielle. Il s'agit de ne pas perdre le contrôle sur les maladies dites de civilisation, qui augmente de manière explosive. En France, pour une population d'environ 67 millions d'habitants, on estime à environ 385 000 les nouveaux cas de cancer par an. Si on transpose ce taux à la Chine, qui compte 1,3 milliard d'habitants, ce chiffre s'élève à 30 millions.
Une des raisons pour lesquelles le pays a investi 2,3 milliards de dollars dans la mise en œuvre d'une nouvelle planification scientifique. Nous avons des plans quinquennaux et actuellement nous en sommes au 13e. Au premier étage, nous avons les spectromètres de masse. Au deuxième et au troisième, la biologie de laboratoire, cellulaire et moléculaire. Et le quatrième étage est celui de la bioinformatique. C'est là que se trouve notre superordinateur. Au Beijing Proteome Research Center, on concentre les ressources, aussi bien humaines que techniques. Le centre est connecté au réseau de recherche mondial afin d'élargir son champ de recherche au-delà du périmètre national. Un de mes principaux sujets de recherche est le cancer de l'estomac. Cette pathologie représente la première ou la deuxième cause de mortalité en Chine. C'est un vrai fléau en Asie de l'Est. La protéomique, combinée à l'exploitation massive de données, représente une nouvelle référence mondiale pour l'étude de toutes les grandes maladies. Grâce à elle, les chercheurs aboutissent à des connaissances inédites, y compris pour l'organe le plus complexe du corps humain, le cerveau. À Édimbourg, Seth Grant analyse des protéines responsables des maladies les plus fréquentes et dévastatrices du cerveau. Ici, nous avons la cellule postsynaptique. Et à l'intérieur, il y a ces machines moléculaires qui sont comme des petits moteurs. Il y a des centaines de ces moteurs moléculaires dans la cellule qui reçoit les impulsions de la synapse. Donc nous avons d'abord les gènes, puis l'acide ribonucléique qui synthétise les protéines, qui à leur tour créent des liaisons complexes et super complexes qui se concentrent ici dans les synapses. Ce sont ces machines moléculaires qui contrôlent aussi bien le comportement inné que le comportement acquis. Et dans le cas de certaines pathologies, elles dysfonctionnent. Et c'est assez simple d'expliquer pourquoi. Beaucoup de maladies provoquent une mutation dans un gène, ce qui fait qu'une protéine ne fonctionne pas correctement ou n'est pas construite correctement. Cela signifie que la liaison complexe ne fonctionne pas comme il faut, ce qui engendre le dysfonctionnement des liaisons supercomplexes, puis de la synapse qui devrait travailler comme un transmetteur. Cela se traduit par des troubles psychiques et neurologiques chez le patient. Depuis que nous savons que la synapse possède un grand nombre de protéines et qu'elle fonctionne grâce à des moteurs moléculaires, notre compréhension des maladies mentales a complètement changé. Aujourd'hui, nous connaissons les protéines de la synapse. En 2011, lorsque nous avons défini toutes les protéines synaptiques chez l'homme, nous avons découvert, à notre grande surprise, qu'il y a des mutations génétiques qui sont responsables de plus de 130 maladies mentales et qui codent les protéines synaptiques et les machines moléculaires. Et lorsque ces mutations altèrent la fonction des gènes, elles altèrent aussi la fonction des protéines et des machines moléculaires, ce qui génère ces 130 maladies mentales. Pour que la recherche avance, le système complexe du corps humain doit être considéré dans sa globalité. On peut s'amuser avec un seul gène et allonger la durée de vie de 50 à 60%. Nous avons déjà des connaissances dans ce domaine, mais nous sommes actuellement en train de comprendre que le fonctionnement d'une cellule est un système complexe. Et comme pour chaque système complexe, une radio ou un ordinateur par exemple, lorsqu'on change un composant, cela entraîne toutes sortes de conséquences. Et il se passe la même chose si l'on ajoute un composant. Donc, pour comprendre une cellule, nous devons procéder selon une approche d'ensemble dite systémique. Il y a une chose très importante à comprendre.
Les protéines sont comme des êtres humains. Elles ne sont pas isolées. Elles vivent et fonctionnent au sein de différents systèmes. Et pour comprendre une protéine, il faut savoir avec quelles autres protéines elle interagit et comment leurs systèmes sont constitués. C'est quelque chose qu'on peut observer de manière expérimentale et grâce aux ordinateurs. Les méthodes expérimentales actuelles fournissent des réponses si incertaines qu'il faut les compléter par des modèles informatiques. C'est à Boston, à la prestigieuse université de Harvard, que travaille le plus grand généticien de notre temps, George Church. Ses travaux de recherche dans le domaine de la biologie de synthèse lui ont valu une renommée internationale. Cette biologie est capable de construire et de reproduire artificiellement de nouveaux systèmes et fonctions biologiques. L'être humain devient un chantier de construction dont le médecin-chercheur est l'ingénieur. Nous sommes en train de créer un atlas qui recense les différentes cellules de l'organisme, leur localisation dans le corps et les liens qui existent entre elles. Il ne s'agit pas seulement d'établir une carte, mais une sorte de livre de cuisine qui nous dit comment créer, à la demande, une cellule spécifique pour un organe spécifique. Nous pouvons fabriquer des protéines en laboratoire, puis les fournir ensuite. Nous pouvons aussi les créer directement dans l'organisme du patient. Et dans ce cas, nous les fabriquons en principe par génothérapie. Mais est-ce bien ce que nous voulons? Fabriquer des pièces de rechange pour la machine humaine? Markus Hengschläger travaille à l'Institut de recherche médicale de l'Université de Vienne. Ancien membre du comité consultatif du pape en matière scientifique, ce généticien renommé siège actuellement à la commission d'éthique autrichienne. Un jour ou l'autre, avec les nanotechnologies, nous aurons des micro-machines qui circuleront dans nos artères et dans nos veines. Ces micro-machines pourront nous renseigner au quotidien et à la minute près sur notre état physiologique, sur notre taux de cholestérol, notre métabolisme, les valeurs de notre foie, etc. Ça, ce sera la première étape. Ensuite, on pourra voir ces données sur une montre. Et si un infarctus se prépare, cette montre fera tout de suite une pré-réservation pour un lit d'hôpital et préviendra les secours. Mais si on va plus loin, on pourrait même imaginer que quelques décennies plus tard, ces machines contiennent des médicaments. Les traitements pourraient être concentrés dans ces micro-machines. Imaginons un instant, et là je me permets juste une projection un peu folle, mais imaginons une montre qui vous dirait: tu vas avoir mal à la tête dans une dizaine de minutes. Si tu me le permets, je peux activer la libération d'un médicament pour que tu n'aies pas mal. Et on pourrait encore imaginer beaucoup d'autres scénarios. Tout simplement parce que c'est technologiquement concevable. J'en suis convaincu. La question est de savoir si l'homme pourrait ou non en tirer un avantage. D'un point de vue éthique, il y aurait de bonnes raisons pour dire que certaines choses ne sont pas souhaitables et qu'on n'en veut pas, parce que cela crée plus d'inconvénients que d'avantages. Il faudra trouver un consensus pour décider ce qui est acceptable et ce qu'il faut interdire. Une chose est sûre. À travers la recherche mondiale sur les protéines actives, scientifiques et médecins parviennent à analyser presque en temps réel le système complexe de l'organisme humain. Une complexité illustrée ici par le protéome d'une goutte de sang. Les protéines, c'est comme une conversation, avec des mots. Elles représentent une conversation au sein de l'organisme. Et pour la première fois, nous sommes capables de visualiser cette conversation. Grâce à la connaissance de plus en plus pointue des protéines, qui sont la recette de la vie, nous serons en mesure d'intervenir de plus en plus rapidement et efficacement lorsqu'une maladie surviendra dans l'organisme. Avant, on considérait l'ADN comme la base de tout, mais les protéines seront la clé de toutes les recherches à venir. Elles nous renseignent non seulement sur ce qui pourrait se passer, mais aussi sur ce qui se passe réellement. C'est dans l'intérêt de la survie de l'humanité. Il est nécessaire de développer une médecine et une prévention plus intelligentes, qui s'appuient sur des modèles informatiques.
On est aujourd'hui capable de prédire une prédisposition à une maladie donnée, par exemple un cancer. Si on pouvait également prédire à quel endroit dans le circuit des protéines il faut intervenir pour empêcher la maladie de se déclarer, je crois que ce serait une bonne chose. Aujourd'hui, nous avons en quelque sorte une carte du monde qui nous donne une vision d'ensemble, avec des continents et des pays. L'objectif est d'arriver à un plan aussi détaillé qu'un cadastre, qui nous permette de voir chaque maison, chaque arbre, chaque rue. Et je pense que cet objectif peut être atteint dans les 10 prochaines années. Nous sommes de plus en plus rapides. Je le dis avec prudence, mais je pense que tous les 5 ans, nous maîtriserons un pourcentage de plus en plus élevé de tumeurs. Nous constatons que ça marche, ce qui permet de continuer à avancer et de comprendre d'autres mécanismes chez d'autres patients. Et la médecine classique profite elle aussi de ces avancées. Afin de mieux comprendre le fonctionnement complexe de l'organisme humain, les scientifiques du monde entier ont aujourd'hui pour projet le décodage du protéome. Et grâce à la symbiose de la protéomique et de l'exploration massive des données, il sera peut-être bientôt possible d'anticiper des maladies, avec des modèles thérapeutiques, de nouveaux médicaments, et peut-être même avec le ralentissement du vieillissement. Découvrir que la conservation du protéome est une composante clé du vieillissement, c'est le travail le plus passionnant qui occupe actuellement mon laboratoire. Il y a des maladies comme Alzheimer pour lesquelles nous sommes en train de faire des progrès décisifs. Nous pourrons bientôt prévenir ou guérir ces maladies. Et dans un futur proche, nous allons faire encore d'autres progrès considérables. C'est une nouvelle ère qui commence pour la médecine, et c'est une chance que nous avons tous de vivre aujourd'hui.